Il y a une question que je me pose régulièrement. Comment des supporters se retrouvent à supporter tel club et pas un autre? Quelle est la part de rationnel au début de ce qui ressemble souvent à une relation amoureuse? Je le sais bien, certains supporters ont choisi consciemment de supporter telle équipe. Et d'autres n'ont pas eu ce choix, puisque c'est une question de famille ou d'héritage, de culture. Mais la plupart choisissent le club le plus proche, celui du quartier ou de sa ville de naissance. Ainsi, certains supporters ont choisi la bonne ville mais pas le bon club. Je vous invite donc à faire un petit tour d'Europe avec moi de ces supporters malchanceux et parfois même malheureux. En 10e position, il y a les 3/4 des clubs londoniens. On commence par un tir groupé parce que concrètement, si vous n'êtes pas supporter d'Arsenal, de Chelsea ou de Tottenham, c'est pas la fête tous les jours. Que vous soyez pour Crystal Palace, Fulham, West Ham ou un des 14 clubs professionnels que compte la ville de Londres, record du monde, vous avez beau être dans la ligue la plus riche du monde, vous ne dépoussiérez pas régulièrement l'armoire à trophées. En effet, les 3 colosses londoniens ont remporté plus de 90 titres nationaux et internationaux et ont presque rien laissé aux autres. Grèce et foot riment pour la plupart d'entre nous avec l'Olympiakos, régulier en Ligue des Champions, voire son rival, le Panathinaikos. Et clairement moins avec l'AEK, pourtant régulier européen. L'Union Athlétique de Constantinople, oui c'est son petit nom en français, n'est pourtant pas le plus à plaindre. Né en 1924, ce club omnisport créé par des réfugiés d'Asie mineure avait pour but ultime de préserver la culture de l'ex-empire byzantin. Ce qui explique donc l'aigle de son logo, qui est le symbole de l'empire byzantin. C'est donc un club vraiment à part et très lié à l'histoire politique grecque. On peut dire que c'est un objectif plutôt bien rempli puisqu'il a remporté 27 titres, dont 11 championnats et 10 coupes. Pas dégueu, mais ça ne l'empêche pas d'être dans l'ombre de l'Olympiakos et d'être largement dominé dans les derbys de l'Attique. Si je vous dis Madrid, vous me dites Real Madrid, forcément. Et donc je suis tenté de mettre l'Atlético dans ce top. D'autant plus qu'avec 2 finales consécutives perdues face au rival madrilène, il y aurait de quoi. Mais je vais plutôt parler du vrai oublié de la ville, celui qui vit dans l'ombre des 2 gros, le Rayo Vallecano. Celui qui s'est fait remarquer ces dernières années pour la qualité de son jeu malgré de très faibles moyens, est un club de quartier, celui de Vallecas. Créé en 1924, il est historiquement et génétiquement à part. Il s'est dès sa naissance marqué politiquement très à gauche et l'est toujours depuis. Être supporter du Rayo, c'est donc être avant tout militant, être engagé, accepter que son club n'ait jamais rien gagné, qu'il n'ait participé qu'à 2 campagnes européennes et qu'il fasse régulièrement l'aller-retour entre la première et la 2e division. Mais bon, quand on milite, c'est pas les titres et la renommée qui comptent, non? Si? Si vous habitez Lisbonne et que vous êtes supporter du Sporting, pas de chance, parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes bien dominé par le rival, le Benfica. Mais bon, vous n'êtes pas non plus complètement à plaindre, puisque vous faites partie du trio historique avec Benfica et Porto. Et c'est justement à Porto que la malchance a le plus frappé, et non, je ne parle pas du FC Porto, mais de l'anonyme Boavista. Bon, c'est une malchance à relativiser, puisque ce petit club omnisport, créé en 1903, a à son palmarès quand même 5 coupes du Portugal, et un incroyable championnat remporté en 2001. Incroyable car c'était le premier titre à être remporté par un club hors top 3 depuis Belenenses 55 ans en arrière. Rajoutons à cela une demi-finale d'Europa League en 2003, franchement pas mal pour un club aussi modeste. De plus, il n'y a pas vraiment de réelle inimité qui sépare les supporters des 2 clubs en raison de l'amitié qui avait lié les 2 présidents historiques, unis dans un front anti-Lisbonne, anti-centriste. 6e position, le Betis Séville. À Séville, soit vous êtes pour le FC, soit vous êtes pour le Betis. Soit vous avez le record du nombre d'Europa League avec 5 titres, soit le nom complet de votre club est le Real Betis Ballonpied. Ballonpied. Non mais même en France, on n'avait pas osé traduire football comme ça. Créé en 1907, le club andalou compte un championnat gagné en 1935 et 2 coupes gagnées en 1977 et 2005. Pas fou, surtout en comparaison de l'autre club sévillan qui brille et prospère économiquement, à l'inverse du Betis. Mais ce dernier n'a jamais été aussi populaire, peut-être parce que l'Andalousie est depuis quelques années une région minée par le chômage. Ça y est, nous rentrons dans le top 5, et comme pour Madrid, j'ai tout de suite pensé à un club qui évolue dans l'ombre d'un autre, à savoir Everton. Sauf que, comme le disait George Harrison des Beatles, à Liverpool, il y a 3 clubs. Moi, je supporte l'autre. Et oui, dans cette ville, il y a bien 3 clubs. Les Reds de Liverpool, 5 Ligues des Champions, 3 Europa League, 18 championnats, 7 coupes, je rappelle. Les Toffees d'Everton,
avec 9 championnats, 5 coupes, une coupe des coupes, et les Super Whites de Tranmere Rovers, nés en 1884 de la fusion de 2 clubs de cricket et n'ayant à son palmarès que 2 demi-finales d'accession en première division. C'est tout. C'est tout. C'est pas... Un palmarès incroyable donc, et malgré l'aide de nombreux Reds ayant traversé la Mersey pour les aider, les supporters n'ont quasiment jamais rien eu à se mettre sous la dent, mis à part une victoire 3-0 contre Everton, sinon rien de plus. C'est pourquoi ils ont préféré commencer à supporter Bolton à 50 km au nord. Une fois de plus, on voit combien c'est difficile d'être supporter quand 2 clubs dominent déjà la ville. Le championnat italien c'est particulier puisque depuis quelques décennies, 2-3 clubs dont les Juventus remportent tous les titres et ne laissent que quelques miettes à 2-3 autres clubs. Dur d'exister pour les petits et moyens clubs dans ce championnat. C'est encore plus particulier à Turin où la Juventus remporte tous les titres nationaux et attire toute la lumière européenne, et le Toro qui n'a plus rien remporté depuis 1995 et la dernière de ses 5 coupes. Le Torino, qui a quand même remporté 7 championnats, avait surdominé l'Italie pendant les années 40, mais le drame du Superga, un accident d'avion qui avait décimé toute l'équipe, mit fin à jamais à cette période dorée. Rajoutez à cela que la majorité des Turinois sont supporters du Torino, mais que la majorité des Italiens sont supporters de la Juventus, et ouais, vous pouvez vous dire qu'être supporter du Toro, ça va pas être évident tous les jours. Neymar, Zlatan, Cavani, Verratti, etc. Ils auraient pu ne jamais arriver au Paris Saint-Germain. Ouais, ils auraient pu arriver à la place au Paris Football Club si seulement les 2 clubs qui avaient fusionné en 1970 ne s'étaient pas séparés 2 ans plus tard. Non mais là, on a atteint le summum de la malchance, non? Né en 1969, après une enquête réalisée dans le but de relancer le football de haut niveau dans la capitale, le PFC a été en 1970 sacré champion de France de 2e division et en 1980 est arrivé en demi-finale de Coupe de France. C'est tout. Pas beaucoup de titres, pas beaucoup de supporters, pas beaucoup de visibilité, mais un max de malchance. Place number 2. Le premier championnat d'Allemagne ramené à Munich en 1966 ne l'a pas été par le Bayern, mais par le TSV Munich 1860. Derrière ce doux nom se cache une petite institution suivie par de fervents supporters et qui joue actuellement en 4e division allemande. Les Bleus et Blancs ont quand même remporté 2 Coupes d'Allemagne et connu des bas et des hauts, comme en 1965 où ils sont arrivés en finale de la Coupe des Coupes. Ou plus récemment, des qualifications en Europa League et en Ligue des Champions à la fin des années 90. Mais le club s'enlise dans les difficultés financières et en 2006, le Bayern lui rachète ses droits qu'il avait sur le stade qu'il se partageait, l'Allianz Arena, le sauvant ainsi de la banqueroute. Le club a beau avoir été racheté en 2011 par un millionnaire jordanien, cela ne l'a pas empêché de descendre un à un tous les échelons. La question c'est qu'est-ce que ça fait de vivre dans la ville dans laquelle il y a l'un des plus grands clubs de foot de l'histoire et d'être pour l'autre club, le laisser pour compte, celui qui gagne jamais rien. Ben ça fait mal, je suppose. Être supporter de l'Espagnol, c'est une question d'héritage qui se transmet de père en fils. Et de mère en fille aussi. Ouais, et également une histoire de patience, parce qu'avec seulement 4 coupes remportées en 116 ans d'histoire, il vaut mieux pas trop être pressé. Ce club, qui se définit comme une merveilleuse minorité, a la particularité d'être neutre géopolitiquement et de posséder un des publics les plus cosmopolites d'Espagne. Né à l'époque où le rival était créé alors par un Suisse et que les étrangers dominaient le football local, il a pris son nom d'Espanyol Barcelone parce qu'il y avait une volonté de créer une équipe composée uniquement d'Espagnols. Le rachat récent du club par un milliardaire chinois a suscité de nombreux espoirs sans qu'il y ait vraiment de véritables résultats. C'est bien tout ça, mais en 116 ans d'histoire, les supporters ils ont quand même l'occasion de faire 1 ou 2 fois la fête, non? Oui, en 1988, en Europa League, où ils éliminent entre autres Mönchengladbach, l'AC Milan, l'Inter Milan, arrivent en finale contre Leverkusen, gagnent là les 3-0 et perdent le retour 3-0, ainsi que la séance de tir au but. Bon, ils auront quand même droit à une seconde chance, les pauvres. Exact. En 2007, toujours en Europa League, où ils éliminent en 8e le Maccabi. Oui. En quart, le Benfica. Oui. En demi, le Werder. Oui. Et ils arrivent en finale contre Séville. Oui. Et perdent la finale de tir au but. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait finalement le bonheur des supporters ? Je crois que ce bonheur n'a pas à être indexé sur le nombre de victoires ou de titres ou le prestige de l'équipe. L'engagement qu'ont les supporters du Rayo Vallecano, de l'Espanyol ou du Torino en sont de bonnes preuves. Je pense que ces supporters font un bon exemple d'attachement à un territoire,
En effet, le football est aujourd'hui de plus en plus globalisé et de plus en plus de gens supportent un club qui est loin de chez eux, dont ils ne connaissent finalement pas grand-chose. Alors que la plupart des fans que je viens de citer supportent par conviction ou attachement culturel à une région, une ville ou un quartier. Supporter signifie vraiment quelque chose pour eux, au-delà de la confortable assurance de remporter son petit titre à la fin de chaque saison. La souffrance est une composante essentielle de la vie de supporter, c'est d'ailleurs ça qui en fait sa plus grande valeur. Être prêt à chaque match à connaître une grande joie en cas de victoire et une grande peine en cas de défaite, et donc être prêt à se mettre en danger émotionnellement. Du coup, le malheur de ces supporters de clubs malchanceux est essentiel dans le football d'aujourd'hui. En effet, il représente une sorte de résistance dans un foot globalisé où la plupart des gens vont se mettre à supporter plus que 4 ou 5 grosses écuries européennes. Ouais, mais bon, qui sait que ça a tué une petite infidélité footballistique une fois de temps en temps, quand le club élu de son cœur ne va pas très bien, hein?